go deep and picked off. Intercepted by Ambry Thomas. We'll see a pickup come down the right side possibly. Montana looking, throwing in the end zone. Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 62e épisode du Facebook Podcast. On l'avait dit la semaine dernière, un match quand même pour du beurre face aux Rams qu'on a perdu 21-20, une défaite qui n'a aucun impact. On regarde notre first seed, les Rams, eux ça leur a permis de prendre la 6e place où ils affronteront donc les Lions, mais dans l'ensemble, pas grand-chose à redire sur ce match-là. Vous n'attendez pas à ce qu'on fasse des diatribes gigantesques sur ce match-là. Mais quand même, comme toujours, pour m'accompagner pour en parler, Olivier, Gonzague et Kevin. Salut les gars. Salut tout le monde. Hello. Salut. 21-20, un match dont on ne se souviendra pas, je pense, à la fin de la saison. Voilà, pas grand-chose à dire. Kevin, qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là dans l'ensemble ? Ouais, déjà la semaine dernière, je disais qu'il n'y avait pas grands enseignements. On a réussi à faire encore moins d'enseignements cette semaine. Où, on a eu la surprise de voir quelques titulaires sur le terrain en début de match, et puis très rapidement, ça s'est transformé en match de pré-saison, en tout cas de notre côté. Au final, je trouve qu'on n'en est pas si mal sorti que ça. Avec les joueurs qui étaient sur le terrain, on perd 21-20 en ayant mené 20-27, je crois, ou 20-3, je ne sais plus exactement. Donc au final, c'est pas si mal que ça, étant donné les forces en présence, mais encore une fois, rien à retirer de ce match. Il y avait beaucoup d'absents, et les seuls qui étaient là sont rapidement sortis. Donc ce qu'on a vu, c'est pas ceux qui vont nous faire briller en play-off. Gonzague ? Écoutez, ce match, en effet, qui était assez insipide, pour moi, m'a levé plus de questions que m'a apporté de réponses. Parce que depuis le début de saison, on disait qu'une force, c'était d'avoir notamment un banc de touche. Je pense que personne n'a été spécialement impressionné par le banc de touche lorsqu'il était sur le terrain. Donc voilà, non, je ne tire pas grand-chose de ce match-là. Des confirmations, à savoir que les titulaires sont logiquement titulaires et les remplaçants logiquement remplaçants. Voilà, à part ça, pas grand-chose, je trouve, à en tirer. J'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment un remplaçant qui s'est démarqué en vue d'aller titiller un titulaire. Donc voilà, comme tu dis très justement Elliot, je ne retiens pas grand-chose à dire de ce match qui, je pense, a été difficile à regarder de bout en bout pour l'ensemble des personnes. Olivier ? Ouais, donc moi je suis pas totalement d'accord avec ce que je viens d'entendre. L'enseignement qu'on a tiré, c'est que si un autre kicker il se met à jouer au niveau d'Ambry Thomas, on va pas s'en sortir. Il a réussi à le placer. Et donc parce que c'est un match que tu peux gagner même en faisant jouer l'équipe 14 en deuxième mi-temps, c'est un match que tu peux gagner si Moody ne rate pas son coup de pied, sa transformation. Si tu mènes 24-21, c'est voilà, il y a pas de discussion à avoir. Ça c'est un premier point. Ensuite, là où je suis pas d'accord avec Gonzague, qui dit les remplaçants, mais bon, ils jouent tous ensemble en même temps, les remplaçants. Donc c'est moins facile de se montrer quand tu joues qu'avec des remplaçants, alors que je pense qu'il y a certains joueurs qui ont largement le niveau pour jouer avec les titulaires, en particulier le numéro 24, sur lequel je reviendrai plus tard. Après, sinon pour le reste, oui, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. Il fallait pas qu'il y ait de blessés. Dédé il a pas joué. Trent Williams, pour lui faire plaisir, on l'a laissé jouer un drive. Et puis Kittle n'a pas joué. On a fait sortir Djibo et Ayuk à la mi-temps. Ça va, c'est ce qu'on voulait voir. C'est ce qu'on. Moi, je suis très très satisfait de ce qui s'est passé, à part les errements de Jake Moody. Oui, globalement, il n'y a pas grand-chose à retenir de ce match-là. Les remplaçants ont essayé de se montrer plus encore que pour jouer dans les playoffs, parce qu'ils vont, pour la plupart, pas du tout avoir de temps de jeu. Les playoffs, c'est pour les titulaires et un point, c'est tout. Il y en a certains qui ont aussi essayé de se montrer pour aller chercher un contrat la saison prochaine chez nous ou ailleurs. Voilà, il n'y a pas grand-chose à retenir. Il y a eu des joueurs qui ont montré des plutôt bonnes choses, d'autres qui ont montré des moins bonnes, on va en parler. Mais globalement, on ne sort pas ni gagnant ni perdant de ce match-là, même si on a perdu le match à la fin, mais il n'y a pas grand-chose à retenir. Tu parlais, Kevin, du fait qu'on ait fait jouer, je ne sais plus si c'était Kevin ou Gonzague qui disait qu'on avait fait vraiment jouer un match de pré-saison, enfin pour nous. Les Rams aussi, les Rams ils étaient en mode pré-saison, c'est juste que Carson Wentz a été un peu meilleur que Sam Darnold, mais la différence elle se fait globalement là, et encore de pas grand chose. Voilà, c'était un match pour les
Ceux qui ont payé leur place $500 pour aller en tribune en se disant, comme disait Kevin hier soir entre nous, ils ont payé une fortune pour se dire, ah, tiens, un petit match de Week 18 contre les Rams, ils ont dû être un peu dégoûtés quand même. Mais il n'y a quand même pas grand-chose à retenir, mais on va quand même essayer d'en parler, les tops et les flops, commençant par les flops, du coup, vu qu'on a perdu. Et Olivier, du coup, je pense que tu allais en parler, hein, ton flop, je pense que c'était le mien également, ça reste quand même un flop assez évident. Vas-y. Ouais, honnêtement, moi, sur le match, il n'y a pas 50 flops, il n'y en a qu'un. Il y en a qu'un parce que lui, c'est un titulaire indiscutable parce qu'il n'y a que lui à son poste. Et ce qu'on lui a demandé de faire, c'était pas très compliqué hier soir. Et Jack Mujib, il a raté un field goal qui est pas difficile. On va pas déconner. Et il rate une transformation. C'est la première qu'il rate. D'accord, il en rate qu'une cette saison, mais ça arrive pas au meilleur moment. Alors, comme disait Kevin en rigolant hier soir, il marque pas quand c'est la pré-saison. Donc là, comme c'était un match de pré-saison, ça s'équilibre. Voilà, mon seul flop du match, ça serait non, un deuxième flop. Ils n'ont pas fait jouer Ambry Thomas, je peux pas me moquer de lui. Kevin, un flop? Que c'est compliqué. Je sais, Elliot, tu vas me détester, mais j'ai quand même été déçu de Ronnie Bell malgré tout. Même s'il marque un touchdown, on attend plus. On attend plus de lui. C'est un receveur qui doit arriver juste derrière Jawan Jennings actuellement dans l'effectif. Et il y a encore eu quelques erreurs un peu coupables. Donc oui, il se rattrape en marquant un touchdown et puis tout le monde va se rappeler de wow, Ronnie Bell, il a marqué un touchdown en Week 18. Mais non, son match n'est pas à la hauteur d'un receveur qui arrive directement après les titulaires, selon moi. Non, mais je suis d'accord avec toi. En soi, c'était plus dans le sens de la blague quand j'en parlais hier. Il met un touchdown, mais il fait quand même une seule réception sur 5 targets. Hein. L'ensemble est quand même pas suffisant. Moi, je suis d'accord avec toi. Gonzague? J'avais presque le même que Kevin, en fait, sauf erreur de ma part. Le corps de receveurs hors Deebo Samuel et Brandon Ayuk a cumulé à tous ensemble 96 yards seulement. Conley était pas mal quand même. Si on accepte la réception de Conley, honnêtement, c'est l'arbre qui cache la forêt. J'ai vraiment trouvé notre corps de receveur nullissime une fois Ayuk et Samuel sortis. Il y a eu aussi un petit yak sur catch de Ray McLeod, mais à part ça, c'était le néant, quoi. C'était vraiment le néant. J'ai trouvé notre corps de receveur très, très, très médiocre. Olivier? Ouais, mais en même temps, c'est quand même un petit peu logique que les mecs qui soient receveurs 5, 6 et 7, ils soient pas au niveau pour être des titulaires NFL. Je veux dire, c'est pas. Et puis en plus, il faut quand même voir aussi que quand ils ont été sur le terrain, donc c'est en deuxième mi-temps, tu avais la ligne offensive la plus poreuse possible à ce moment-là. Donc ils sont pas mis, c'est pas évident non plus, hein, je veux dire. Alors, puis, en même temps, qu'est-ce que tu vas attendre des mecs qui sont 5, 6 et 7? qui se montrent plus que ça, quoi. Ils se montrent justement, et face à une défense, et Elliot l'a très bien dit tout à l'heure, face à une défense des Rams qui était elle aussi en vacances en face. Franchement, le niveau de couverture de la défense des Rams n'avait rien d'épatant, vraiment. Et si on accepte quelques lancers un peu surdosés de Sam Darnold, la plupart du temps, c'est quand même clairement les tracés des receveurs qui étaient très médiocres. Donc franchement, non, j'espère vraiment que Samuel et Ayuk vont rester en forme parce que, au-delà de leurs compétences qu'on leur reconnaît tous, derrière, ça vaut pas grand-chose, sauf si Jennings, évidemment, revient. Je suis d'accord avec Gonzague, ils ont quand même eu les mains plutôt savonneuses. Dans ce match-là, tu parlais de Ronnie Bell, Kevin. Conley, il fait une super réception, mais il en savonne une très, 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 très facile. Et pour le coup, comme disait Gonzague, je trouve que Sam Darnold n'est pas impliqué là-dedans. Il fait un match plutôt correct. Ses lancers ont été plutôt bons. Ça reste quand même du top niveau backup quarterback. Moi, mon flop, j'en ai 2. Donc, je vais commencer par le premier. Comme tu en as parlé un petit peu, Olivier. Faut vraiment pas qu'on ait de blessures sur la ligne offensive parce que derrière, ils sont nuls. Oh là là! Oh, Matt Prior, il est nul. Putain, il a fait un bloc fantôme à un moment. C'était une catastrophe. Jalen Moore, on découvre pas qu'il est quand même pas terrible. Ben Bartch, au sens, j'ai pas trop fait attention, mais dans l'ensemble, en fait, à partir du moment où Williams n'a fait qu'un seul snap, et à partir du moment où Brendel et McKivitz sont sortis également, c'est vrai que la ligne offensive, elle a pris l'eau et que Sam Darnold, il était sous une pression constante. Donc ouais, non, faut vraiment pas qu'on ait de blessure sur ce poste-là. Mon deuxième flop, c'est pour à un certain point notre défense contre la course, et plus spécialement, on a réussi à faire passer Carson Wentz pour Michael Vick, et ça c'est très fort. Carson Wentz,
Il y avait une petite stat hier qui a, depuis 1950, aucun quarterback des Rams n'avait couru autant dans un match. Ce qui est quand même extraordinaire. Ça veut dire que les Rams n'ont jamais eu de quarterback coureur, mais ça veut dire aussi que Carson Wentz est devenu un autre homme. C'est à n'y rien comprendre. Mais voilà, on s'est quand même fait assez fortement surprendre par Carson Wentz là-dessus, et j'ai trouvé que ça, quand même, sans que ça soit purement inquiétant, au moins décevant. Est-ce que vous avez d'autres flops? On peut passer au top. Il y a quand même un monsieur qui est devenu Titan titulaire et qui a fait que 2 réceptions. Donc, joueur pourri. Voilà, Charlie Warner, bon à foutre à la poubelle. Kevin qui était dégoûté que Ross-Belay soit blessé pour ce match-là, puisqu'il Mais aurait oui, fait, c'était son match. C'était ça. il aurait fait 11 réceptions, 182 yards, 3 touchdowns s'il avait été sur le terrain. Merci, Elliot. Bah, Kevin, ton top, du coup, pour ce match-là, qui n'est évidemment pas Charlie Warner. Moi, je vais y aller avec le comité de coureurs que j'ai trouvé plutôt bon, avec Elijah Mitchell et Jordan Mason. J'étais content de voir qu'ils se partageaient un peu le ballon, même si, à mon avis, on les a pas assez vus en deuxième mi-temps, et ça fait peut-être aussi partie de ce qui nous a manqué pour marquer des points en deuxième mi-temps. Mais leur première mi-temps était de très grande classe, on a alterné entre les deux, et ils ont tous les deux des très belles moyennes de yards par course. Un touchdown pour Elijah Mitchell, donc c'est vraiment cool, c'est vraiment une force pour nous d'avoir un tel corps de receveur, de running back, derrière Christian McCaffrey. Olivier? Et il a dit dans les tops, il a dit sur auquel je pensais parce il m'a fait plaisir sur le match. Mais moi, je vais revenir sur la prestation de Darnold, juste sur le premier drive. Le premier drive, quand il était sur le terrain, j'ai pas vraiment quand on avait les titulaires et encore qu'il manquait Kittle, il n'y avait pas une downgrade énorme entre ce que fait Purdy, ce qu'il a fait et ce qu'il a fait sur Darnold. Il a super bien exécuté le premier drive avec les titulaires. On sent que c'est un quarterback. On le disait tous les trois hier soir. Il donne confiance. Après, en deuxième mi-temps, c'est beaucoup plus compliqué. Je veux dire, ça faisait 1-2, il avait des mecs sur la gueule. Donc et encore qu'il a essayé d'esquiver pas mal de choses. Mais moi, je trouve qu'on a un super remplaçant et que on peut partir à la guerre avec lui. Je suis pas inquiet. Gonzague? En top, j'avais envie de mettre en avant un joueur. Je dis pas que c'était le meilleur sur le terrain, mais il faut pas oublier que le football, surtout quand il n'y a pas d'enjeu, c'est avant tout une fête. Et j'ai adoré, tant sur le terrain que sur le banc de touche, l'ambiance qu'a mis Tyler Hawkins pendant le match. Tu sentais que ce type était trop heureux d'être sur un terrain. Au-delà de son interception, il a fait quelques bourdes, notamment son holding est absolument dégueulasse, mais ce joueur respirait la joie de vivre. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment sympa. Sauf erreur de ma part, en plus, Tyler Hawkins est ce fameux joueur qui, lors d'un jeu que nous avons fait ensemble, que nous n'avons jamais réussi à trouver pour les interceptions en pré-saison. Absolument. Voilà, donc le voilà, c'était lui, le fameux. Mais j'ai vraiment adoré cette espèce d'ambiance qu'il a mis, cette espèce de danse qu'il a improvisée après son interception. Et pendant tout le match quasiment, ce sourire aux lèvres jusqu'aux oreilles d'un joueur qui n'a pas sa chance en temps normal, qui s'est retrouvé sur un terrain d'NFL et on sentait qu'il kiffait. On sentait qu'il kiffait, et vraiment, quand tu vois un certain nombre d'abrutis qui se foutent des carrières en l'air à force de comportement de merde, et que tu vois un comportement comme celui de Hawkins, tu sais que il y a des mecs qui savent kiffer, quoi. Voilà, et vraiment, le football est une fête, et Hawkins est là pour nous le rappeler. Vraiment, bravo à lui, et pour ce qu'il a un petit peu montré sur le terrain, malgré le niveau qui est le sien, et pour l'ambiance qu'il a su mettre. Moi, mon top, je vais être obligé d'y aller. Je sais que je le vanne de temps en temps, mais il est jamais sur le terrain. Mais bon, super match de Demetrius Flannigan-Fowles, il faut le dire. Il faut le dire, je pense que ça a été sûrement le meilleur joueur de notre défense. Voilà, il faut le dire, quand un mec nous ferme notre bouche. Non, franchement, il fait un super match. Il a été assez présent. Il a repris. Alors, Olivier, ne t'inquiète pas, ce n'est pas un gros mot. Il a repris en moins bien le rôle qu'a un Dre Greenlaw. C'est-à-dire qu'il a fait du Dre Greenlaw wish, mais c'était plutôt pas mal dans son style. Non, franchement, il m'a surpris, et je pense que en backup, ça reste un joueur. Enfin, c'est un joueur intéressant malgré ce que j'ai pu dire sur lui. Et j'avais un autre nom comme ça en mini top. À côté de Taylor Hawkins, c'est un joueur que j'ai trouvé plutôt bon et avec lequel on va pouvoir partir à la guerre en playoff. C'est Logan Ryan, qui m'a beaucoup, beaucoup plu sur ce match-là, qui a montré que c'était un joueur d'expérience à côté de la folie d'Hawkins. T'en parlais, Gonzague. Avoir un mec d'expérience comme ça sur un poste où on n'est pas sûr, sur le poste de safety derrière Gibson et Brown, en plus avec deux mecs qui ont eu un peu de blessures, avoir Logan Ryan, ça reste quand même une assurance.
complètement d'accord. Bah, il était mon deuxième top, en fait. Et deux choses sur Logan Ryan, où je rebondis complètement sur ce que tu dis, c'est que non seulement il s'est complètement acclimaté à notre système en 2-2, et en plus de ça, il faut pas oublier que Logan Ryan est plutôt sur un profil théoriquement free safety. Et là, il est aligné plutôt en strong, et il s'est montré très performant contre la course. Donc, vraiment bravo à lui pour s'être acclimaté en si peu de temps, parce qu'on a eu besoin de lui de manière quasi immédiate. Et il nous a sorti un très bon match, il a été un des meilleurs sur le terrain et vraiment très impressionné. Bravo. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce match-là, messieurs? Un petit mot de félicitations à Robert Bill qui claque son premier sac quand même. Je suis plutôt C'est content de voir qu'il performe dès qu'on lui fait confiance, donc c'est cool de voir ça. Et puis, c'est pas un top sur ce match, mais je voudrais dire un mot sur un monsieur qui a été boudé par le Pro Bowl qui s'appelle Brandon Ayuk. Qui a encore montré dans le début de match, dans le peu de snaps qu'il a eu, à quel point il était précieux, à quel point il était fort. Voilà, sur la saison, il fait du 18 yards par réception. 6 passes qu'il réceptionne sur 10, c'est un first down. C'est la première fois depuis 12 ans que ça arrive dans la NFL, que je pense sincèrement qu'il a fait quand même une petite place au Pro Bowl. Mais ça n'engage que. Il y a un truc qui m'impressionne. Je pensais que, évidemment, il est talentueux. Je pensais que c'était un truc partagé de Purdy et de lui ensemble. Mais je pense que c'est vraiment lui. Je n'ai jamais eu besoin de le voir faire des catchs contestés parce qu'il est toujours ouvert, en fait. Il est toujours ouvert. C'est un truc de fou furieux. En fait, on ne sait pas ce qu'il vaut. Ça se trouve, sur les catchs 50-50, il est nul à chier, mais il n'a pas besoin, il est toujours ouvert. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Bon, bah écoutez, pas grand-chose à redire sur ce match-là. Je pense que c'est notre review de match la plus courte de la saison. Mais on va passer à la suite. On va passer d'abord aux questions, avant de passer à la preview, parce que les questions sont majoritairement sur ce match-là et puis sur ce qui va passer ensuite. Donc, on a eu des questions sur Facebook et sur Twitter. On va commencer par les questions de Facebook. Une question de Vincent. Même si c'était en principe une équipe B, la défense alignait une bonne partie des titulaires et vu la deuxième mi-temps, inquiétude pour les playoffs ou je m'en foutisme généralisé sur ce match-là. Bon, Olivier, je pense qu'on a quand même répondu à la question. Ouais, non, il ne faut pas s'affoler. Et puis quand tu dis qu'il y avait les titulaires en deuxième mi-temps, Chase Young parce qu'il fait un peu du rythme, mais on parlait des linebackers, c'était l'équipe 2, les corners, c'était l'équipe 2, et les safeties, c'était comme l'a dit Gonzague, un mec était content sur le terrain. Donc oui, c'était en mode balai web comme on dit chez moi, et puis on verra comment ça se passe. Non, aucune inquiétude, au contraire. Est-ce que vous voulez un symbole de comme quoi c'était du je m'en foutisme? Je pense que personne en défense n'a eu autant de réactions de rage et de colère après un jeu raté que Steve Wilkes sur la touche. Ouais. C'est pour vous dire à quel point il s'en foutait sur le terrain. Quand Steve Wilkes est la personne qui a le plus d'émotions au visage, c'est qu'il y a clairement je m'en foutisme généralisé. Oui, clairement. Question de Matt. Vu la prestation très moyenne des titulaires présents, je suis pas forcément d'accord, mais doit-on être inquiet pour le match de playoff dans 15 jours? Perso, je dis oui, car depuis le match contre les Eagles, je n'ai pas trouvé l'équipe dans le même rythme qu'avant, dans la même fougue, surtout tactiquement, trop de déchets ces derniers temps par rapport à ce qui peut être réalisé. J'espère et je souhaite me tromper. Kevin? Alors, je pourrais pas être plus en désaccord avec ce qui vient d'être dit. Les titulaires, au final, n'ont pas joué. Ils ont fait acte de présence au départ, juste pour qu'il y ait leur nom au début du match sur le petit synthé à la télé. Mais sinon, ils n'étaient pas là. Non, je suis vraiment pas inquiet du tout. 0% d'inquiétude sur ce match. Honnêtement, il n'y a aucun enseignement à tirer de ça. Non, vraiment pas. Petite question en plus de Matt. Oui, vas-y, contact. Non, je veux juste savoir, en fait, je suis également en total désaccord avec Matt sur cette histoire de baisse de niveau. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais moi, je trouve qu'on est quand même en dehors du match face au Rams, sur un niveau qui reste quand même extrêmement élevé. Alors, en fait, moi, je vais être pas d'accord sur l'ensemble de la défense. Je vais être d'accord sur un homme qui est notre métronome, et on en a déjà parlé, c'est Fred Warner, qui est un peu moins bon, et du coup, l'ensemble de la défense est un peu moins efficace. Mais je pense que le reste des joueurs ont été au niveau, et si Fred Warner se remet tout droit, il n'y aura aucun problème. Oui, et puis après, il y a aussi un truc, c'est que quand tu fais la comparaison, quand Matt fait la comparaison avec le match des Eagles, après, je vais être un petit peu pas gentil, mais on peut pas jouer à Maiden toutes les semaines, les enfants. Je veux dire, en face, il y a aussi des adversaires. On peut pas planter 6 touchdowns d'affilée par match. Donc oui, on a marqué moins de points. Oh là là, mais quand on regarde les stats de San Francisco, je pense qu'il y a 31 équipes qui aimeraient avoir notre niveau à l'heure actuelle. Donc, ça va. Je suis pas très, très inquiet non plus.
Et sans faire le Et puis- malin, sans dire qu'on va éclater tout le monde. C'est juste que franchement, Non, et puis pour le coup, autant la saison régulière, en plus des victoires, on veut voir de la performance, on veut voir des belles choses. Moi, si nos 3 matchs de playoff, on gagne 3-0 à chaque fois et qu'on gagne le Super Bowl à la fin, j'en ai rien à foutre, hein. Alors là, je signe des 2 mains. Petite question en plus de Matt qui demande si Christian McCaffrey sera-t-il à 100%. On n'a pas trop d'infos là-dessus, j'avoue, mais on n'a pas d'infos contraires non plus, donc je pense que ça posera pas de soucis. Il Mais, avait pas l'air de boiter sur la sideline. mais juste pour rajouter un mot, le joueur a confié lui-même que s'il y avait eu besoin, il aurait pu revenir va en fin jouer. de match la semaine dernière. Donc Voilà. il était déjà potentiellement opérationnel. Donc pour un match de playoff, qu'il le soit ou pas, il sera sur le terrain de toute façon. Oui, c'est ça, c'est les playoffs. C'est comme, enfin, on a des milliards d'exemples de mecs qui ont joué les playoffs blessés. Quand tu as une équipe aussi forte avec toi, c'est pas comme si tu jouais les playoffs en 7 seed avec une équipe qui s'est qualifiera du cul. Là, les mecs, ils savent qu'ils peuvent aller chercher le plus beau truc que tu peux aller chercher dans le football. Ils vont y aller. Quitte à se faire opérer mi-février, ils vont y aller en attendant. Petite question de Romain, rapport à Moody, problème de chaussures mal lacées ou vent trop violent, il paraît quand même toujours inquiet quand il kick, pas serein. On a qui en backup déjà? Est-ce que Gould voudrait bien pas nous faire une Tom Brady à l'occasion? Gonzague? Bah, pour moi, il n'y a pas de sujet, parce que Kevin a déjà répondu à la question. Il n'y a pas de problème de pression, puisqu'il a tendance à se rater sur les matchs sans pression. Donc, dès que le field goal ou l'extra point auront une quelconque importance, il va le mettre. Non, je suis extrêmement confiant sur Moody. Je pense que c'est un match sans, comme il en a fait lors des matchs de pré-saison, et qu'une fois que les choses importantes reviennent, bah, il sera au top. Non, je suis pas inquiet pour Moody. Si je peux désamorcer un petit peu la vague de haine que je vois sur Moody depuis hier, il y a un monsieur qui s'appelle Robbie Gould l'année dernière qui a aussi raté 5 field goals pendant la saison. Est-ce qu'on a fait une grosse affaire de ça? Je pense pas. Cette année, il y a aussi un monsieur qui s'appelle Justin Tucker qui a raté 5 field goals. Est-ce que quelqu'un remet en cause Justin Tucker? Je pense pas. Je lis aussi que Robbie Gould n'a jamais raté de field goal en playoff. Jusqu'à présent, Moody non plus. Il n'a pas joué de match en playoff. Laissez-le jouer, laissez-le montrer. Au final, ses stats sont pas déconnantes. Il fait un record cette année d'extra point consécutifs. Je sais pas, on a un kicker rookie qui fait plus qu'assuré sur l'ensemble de la saison. Il fait une saison Ouais, il fait des très satisfaisante. Il fait des beaux pourcentages, hein, mine de rien, à la fin de la saison. Il a plus de 80% au field goal, ce qui n'est pas donné à tout le monde, notamment sur une saison rookie. On parle de Brandon Aubrey, mais Brandon Aubrey, c'est une exception. Le mec, déjà, il est surperformant, ça n'arrive pas à tout le monde. Et puis, il a 28 piges, c'est pas pareil. Non, franchement, pour un rookie, je trouve qu'il a fait quand même des plutôt belles performances. Après, Olivier l'a dit, il est passé à côté de son match aujourd'hui. Ouais, Mais totalement. ça remet pas en question l'ensemble de sa saison, parce qu'au final, entre son coup de pied raté à la fin contre les Browns et là, ce match-là contre les Rams, on n'a pas parlé de lui pour de bonnes raisons, c'est que ses coups de pied, ils passaient. Ouais, voilà, c'est pas parce que Kevin, il le sait, c'est pas parce que je l'ai mis en flop. Moi, je suis très factuel. Je floppe les mecs par rapport Bien au sûr, match. hein, enfin, Et Non, mais c'est- on c'est- en c'est- a c'est pas parlé, destiné ça à fait toi, trois, c'est ce que je ça lis fait sur les 3 réseaux semaines sociaux. qu'on n'a pas. Ça fait 3 semaines qu'on a parlé de Fred Warner, mais il n'y a aucun monde où Fred Warner n'est pas le premier nom qu'on met sur notre défense sur le terrain. On a voilà. parlé Et de lui puis, comme top, mais c'est le meilleur joueur du monde. et puis, À euh, son et poste. puis, et puis voilà. Et donc, pour Moody, j'ai même pas fait attention. Aujourd'hui, je n'étais pas très connecté, j'ai pas vu, mais s'il y a une vague de haine contre Moody, il faut qu'il se calme. Encore une fois, les enfants, respirent, on boit frais à Saint-Tropez, ça ira mieux, hein. Voilà, hein, ça devrait pas être trop mal. C'est juste, arrêtons de rappeler Robbie Gould à chaque coup de pied raté de Moody. Laissons le gamin jouer, laissons le gamin progresser. Et au final, Absolument. quand on a une vision d'ensemble de sa saison, elle est plutôt satisfaisante. Et puis, petite news, Robbie Gould, il est pas agent libre. Robbie Gould, il est à la retraite. Petite question de Ludovic. Salut la team et meilleurs vœux à tous, merci. Est-ce que pour rester dans une bonne dynamique, les programmes d'entraînement peuvent être différents pour une équipe first seed comme la nôtre au vu des 15 jours sans match par rapport à la saison régulière? Oui, clairement. Clairement, on n'aura pas le même entraînement que les Cowboys, que les Eagles, que les Lions, qui eux préparent un match. Déjà, on ne connaît pas notre adversaire. Donc là, ça va être, je pense, la première semaine, ça va être surtout de la récupération, soigner les petits bobos, rester en forme. Et dès qu'on connaîtra notre adversaire, le plan de jeu se mettra en place. Oui, et puis il faut voir aussi un truc très important. Je t'avais à l'émission, je regardais une petite pastille entre Hargraves et Harry Capstead, et où Hargraves expliquait que il faisait une comparaison avec le basket. Il dit à Philadelphie, on est un peu les Golden State Warriors, et vous à San Francisco, vous êtes plus le Miami Heat. Parce que nous c'était plutôt repos, détente et chill, alors que quand je suis arrivé, je trouvais que c'était vachement dur les entraînements. Et là, Amsel qui lui dit, comparé quand il est arrivé le coach, crois-moi, c'est beaucoup plus calme.
Donc le niveau d'intensité et aussi voilà, avec cette phrase-là, ça permet de comprendre pourquoi il y a eu beaucoup de blessures il y a quelques saisons à San Francisco, parce qu'il demande une intensité de tous les instants, Shanahan. Donc automatiquement, quand on arrive en playoff, je pense qu'il a le niveau est ajusté pour que ça soit au top. Et vu la tranche de Kevin, il devait avoir la même information que moi. J'allais exactement dire la même chose juste au moment où tu as pris la parole. Mais oui, effectivement, c'était assez drôle cette interview qui montre à quel point il est intense, Kyle Shanahan. Voilà. Et puis un truc tout con, mais comme tu le dis, Olivier, Shanahan est très intense et pour les bonnes raisons, c'est qu'arrivé en playoff, depuis qu'il est là, on s'est pas toujours qualifié en playoff, mais quand on était en playoff, on a été performant. Depuis que Shanahan est là, on a été 3 fois en playoff. Les 3 fois, on a été au minimum en finale de conf. Minimum. Ça, c'est le tarif maison quand tu t'appelles Kyle Shanahan. Une dernière question de Johan. Hello la team, pouvez-vous nous dire si les équipes en seed 1 sont traditionnellement au Super Bowl ou pas? Je vous demande quelques stats, oui, je vous fais bosser un peu à la fin de la saison. Et ben, je me suis informé, du coup, Moi aussi. là-dessus. Et j'ai regardé, et depuis que les seeds existent au Super Bowl, donc ça fait 49 ans, et sur ces 49 saisons, 26 fois, le first seed a remporté le Super Bowl. Donc plus de la moitié des fois, c'est le first seed qui remporte le Super Bowl. Donc voilà, si ça peut faire une nouvelle fois, nous on est preneurs. Kevin, t'as bossé, t'avais vu autre chose aussi? Ouais, je pense que cette stat, c'était pour le first seed global de la NFL, ce qui cette année reviendrait aux Ravens, par exemple. Non, c'est les first seed de NFC ou de AFC. C'est un first seed de conférence qui avait remporté le Super Bowl. Ok, bon, parfait. Mais effectivement, c'est à peu près, on a à peu près une chance sur 2 de gagner le Super Bowl quand on finit first seed, de manière générale. C'est ça. On va passer aux questions de Twitter. Une question de Gab. Lequel de nos points faibles pourrait nous jouer un mauvais tour en playoff cette année, alors que nous avons évidemment l'équipe pour gagner le Super Bowl? Il mentionnait notamment la défense contre la course, les flags et le kicker rookie sans expérience. Olivier? Ambry Thomas. Ah, j'en étais sûr. Non, parce Gonzague, que peut-être un... après voilà, non, plus sérieusement, il y a point faible. Oui, les flags. Moi, je vois que ça, parce qu'après la défense contre la course, ça va se régler. Et j'ai confiance en Moody. Moi, c'est plus le fait si d'un coup on commence à faire une déconnexion bulbaire comme on est capable de faire et se prendre des flags à outrance. Voilà, c'est ça qui m'inquiète. Après, on le dit et on le redit chaque semaine. Cette équipe est l'équipe qui a le moins de points faibles de toutes les équipes de la ligue. Et si on joue à notre niveau, il n'y a aucune équipe qui devrait nous atteindre. Mais effectivement, c'est nous-mêmes notre propre ennemi. Et si on se met à déjouer, c'est là que ça devient dangereux. Gonzague, quelque chose à rajouter? En fait, je voulais rebondir sur ce que disait Olivier, parce que c'était exactement le point que je voulais mentionner. Quand on arrive en play-off, c'est l'excellence. C'est-à-dire que chaque petite erreur se paye cash. Et c'est vrai que nous sommes une équipe extrêmement homogène, avec pas vraiment spécialement de défauts. C'est vrai que la défense contre la course, surtout lorsqu'on joue dans le froid, en play-off peut être un élément assez important, mais j'ai bon espoir qu'avec le retour de Javon Hargrave, les choses se passent bien. Mais globalement, ouais, c'est les flags. L'avantage du terrain, surtout les playoffs, on ne jouera pas dans le froid. Voilà. Ouais. Mais bon, San Francisco, il peut faire plus vieux. Hein. Tu sais, pour y avoir vécu l'hiver, il peut être. Mais c'est pas Détroit ou Philly non plus. C'est vrai. Mais voilà. Mais en gros, non, surtout ajuster, en effet, comme le disait très justement Olivier, la question des flags. On voit très souvent que l'équipe qui prend le plus de flags en playoff, généralement, perd le match. Donc, très, très important. Et enfin, pour finir, c'était pas une question, c'est une remarque de Scott. Une remarque pour Olivier. Jake Moody a fait perdre plus de matchs cette saison que Ambry Thomas. J'ai pas de question, juste une affirmation. Je suis pas d'accord. Jake Moody a fait, si on compte vraiment faire perdre, il a fait perdre 2 matchs. Ambry Thomas, si on demande à Olivier, il en a fait perdre les 3 autres, je pense. Et encore, Jake Moody fait perdre le match contre les Browns, mais je suis pas vraiment d'accord qu'il fait perdre celui d'hier. Au final, le scénario est complètement différent s'il passe son field goal. Je suis même pas d'accord qu'il fasse perdre le match contre les Browns. Il rate un coup de pied à la fin, mais ce match-là, on le perd bien avant. Exactement. Mais t'as l'occasion au bout de son pied de gagner le match. Donc c'est quand même, si qu'il ne le passe pas, ça fait perdre le match. Voilà. Oui, mais moi, je serais plus sur un ne fait pas. Je serais plus sur un ne fait pas gagner que fait perdre quand même. On a été horrible contre les Browns. Il n'a pas perdu parce que Moody il a raté son coup de pied, je pense. Si, quand même, mais bon. On était à chier, mais il avait l'occasion de nous en sortir. Il n'a pas fait, donc voilà. Mais après, le point de vue factuel, Scott, il a raison. C'est Scott, c'est ça? Oui. Scott, tu as entièrement raison. Ambry Thomas nous fait perdre moins de matchs, mais Ambry Thomas reste ma légende préférée de San Francisco. Non, mais même au-delà de ça, Jake Moody nous fait aussi. J'ai pas regardé, mais il nous fait gagner combien de matchs aussi dans ce cas-là?
à assurer constamment ses extra points, à assurer. Alors c'est vrai que pas tant que ça, si on réfléchit au fait qu'on a mis des grosses branlées à tout le monde et qu'il y a généralement plus de 3 points d'écart. Mais encore une fois, en playoff, si on termine sur un 23-20 quelque part avec un kicker qui met tous ses points, bah franchement, on sera bien content de l'avoir et on pourra dire qu'il aura fait gagner les matchs. Donc moi, je suis pas trop d'accord avec cette affirmation comme quoi Jack Moody nous fait perdre des matchs. Non, c'est pas tout à fait vrai. C'est un fini pour les questions. Merci de toutes ces belles questions. On va passer, entre guillemets, à la preview, même si on n'a pas de match, le week-end prochain. On ne joue pas évidemment le week-end prochain first seed, mais preview entre guillemets des playoffs, au moins de la NFC. On va pas non plus passer en revue tout ce qui va se passer en NFL. On en parlera au moment venu. En NFC, les 3 rencontres. Le 2e seed, les Cowboys face au 7e seed, les Packers. Le 3e seed, les Lions face au 6e, les Rams. Et le 4e, les Buccaneers face au 5e, les Eagles. Petit prono, Gonzague. Contre qui allons-nous jouer la semaine prochaine si tu dois te mouiller? Chose très très rare, d'habitude je suis assez homogène entre les victoires à domicile et les victoires à l'extérieur. Et ben, cette année c'est assez rare. Je vois toutes les équipes jouant à domicile remporter leur match. Alors certains de justesse, Même les Bucks? non. Bah, même les Bucks, mon ami. Le match sur lequel je suis le plus indécis, c'est les Cowboys contre les Packers, parce que les Cowboys en playoff, ça vaut au moins les Panthers en saison régulière. Mais alors toi, mon grand, t'as pas vu jouer les Panthers ce week-end. J'étais devant. Je provoque, mais honnêtement, généralement, pour ceux qui suivent la NFL depuis 20 ans ou plus, les Cowboys en playoff, généralement, c'est spectaculaire dans le niveau du nul. Mais là, je pense qu'ils vont quand même gagner le match face aux Packers. Donc, je pense qu'on va jouer les Bucks parce que les Eagles ont atteint un tel niveau de nullité que même si les Bucks sont mauvais en soi, je pense que la défense des Bucks a tout ce qu'il faut pour contenir l'attaque actuelle des Eagles, surtout avec AJ Brown sur le carreau. Donc, je pense que les Eagles. Jalen Hurts peut-être sur le carreau aussi. Jalen Hurts, il est un peu blessé. A priori, son doigt va bien. Son doigt va bien. Mais voilà, mais globalement, le niveau des Eagles depuis le match face à San Francisco, je sais pas, on les a complètement fait dérailler. Honnêtement, cette équipe, à l'heure actuelle, n'a pas sa place en playoff, alors qu'elle a été clairement la meilleure équipe avec nous avant. Donc, non, je vois les Bucks gagner. À ce stade, je vois les Bucks gagner contre les Eagles. Kevin, si tu dois te mouiller, on joue contre qui? Moi, honnêtement, les Eagles, ok, ils sont nuls. Ils sont vraiment nuls. Mais ça reste les playoffs. C'est une équipe ultra talentueuse. On va pas oublier tout ce qu'on a pu dire de dithyrambique sur eux depuis le début de la saison. Et en playoff, je les vois malgré tout retrouver des couleurs. Et je pense qu'ils vont passer les Buccaneers. Parce que les Buccaneers, on les a vus ce week-end. C'est quand même pas folichon non plus. Je vois aussi les Rams upset les Lions parce que les Lions en playoff on sait pas trop ce que ça va donner. Les Rams sont sur une belle lancée, ça fait plusieurs semaines qu'ils sont très performants. Et je vois les Cowboys passer les Packers parce que les Packers c'est quand même limité, c'est la plus jeune équipe de la ligue. Les Cowboys à domicile c'est la meilleure équipe de la ligue à domicile cette saison. Donc je vois les Cowboys passer et ça nous donnerait un beau 49ers Rams en divisional. Ok. Olivier? Oh, je suis quasiment tout pareil que Kevin. La seule truc, c'est que moi, je vois Bucks, je vois Rams et je vois Dallas pour nous retrouver après contre les Rams et après pour nous retrouver contre Dallas. Ok, ben moi j'étais sur un mélange d'un peu tout ça. Moi j'étais sur l'évidence la plus claire. Dallas va gagner. Je vois les Lions quand même l'emporter au talon face aux Rams. Et je voyais Philadelphie quand même gagner contre les Buccaneers. Donc ça nous donnerait un San Francisco-Philly. Qui moi, au début de saison, tu m'aurais dit San Francisco-Philly en divisional, j'aurais serré les fesses. Aujourd'hui, j'ai presque hâte. Je suis très surpris qu'Olivier ne mise pas sur les Lions qu'il adore. Tu me surprends, Olivier. Mais moi, c'est celui qui m'a fait le plus douter. Je suis d'accord avec Kevin et Olivier. Parce que je pense que les Lions sont une meilleure équipe globale. Mais Matthew Stafford avec Cooper Kupp et Puka Nacua, j'ai l'impression que ça peut gagner tout ce qu'il faut. J'ai l'impression que Matthew Stafford n'a quasiment jamais été aussi bon qu'il ne l'est cette saison. Il est vraiment hyper impressionnant. Et on n'en parle pas beaucoup, mais il est vraiment super fort cette année, Matthew Stafford. Et puis c'est très complet avec Kyren Williams au sol qui performe incroyablement depuis son retour de blessure. Et les Lions, ils ont une belle défense, mais c'est pas spécialement leur force majeure non plus. Donc ça va pas être évident, il va falloir qu'ils suivent le rythme aussi.
C'est Puis sur les ça. Lions, surtout- les Moi, Rams ce qui ont un me- paquet de joueurs d'expérience quand même, là où les Lions n'ont aucune expérience des playoffs. Le mec le plus expérimenté des playoffs, ça doit être Jared Goff. Il a fait une campagne, il est allé au Super Bowl, il s'est fait laver le cul par les Pats. Moi, je trouve qu'il y a un manque quand même impressionnant d'expérience chez les Lions qui font que je les vois gagner quand même potentiellement contre les Rams, mais ils passeront pas un tour de plus. Moi, je les vois pas Mais- passer contre les Rams pour la simple et bonne raison que leur défense contre la passe, elle est lamentable. Quand tu vois que contre Nick Mullens, ils ont eu du mal, ils arrivent pas à bloquer des troisième et 30. Contre Stafford qui revient à Détroit. Euh, sur un terrain qu'il connaît par cœur et il va vouloir prouver à tout le monde pourquoi il est parti et qu'il est toujours aussi fort. Plus l'expérience d'un Cooper Cup, plus un Aaron Donald, cette équipe des Rams commence vraiment à me faire très très peur. Voilà, très honnêtement. Ah, on en avait parlé lors d'une précédente émission, c'est une équipe poil à gratter, hein, quoi. Clairement. Les Rams, c'est une équipe, c'est pas l'équipe que j'aimerais le plus affronter, clairement. Les titulaires contre les titulaires, je serais pas des plus sereins. Mais très sincèrement, je pense que Rams, je pense qu'on va tous se retrouver là-dessus, va être un match extrêmement serré. Mais en général, moi, je vois vraiment le Cowboys Packers et le Lions Rams assez serré. Bon, il y aura même le Bucks Eagles. Celui qui est le plus évident, c'est Dallas. Non, pardon, c'est le quatrième là. Il y a pas de J'ai quatrième. perdu. Il n'y a pas de quatrième. Il y a pas de pour quatrième, trois il y a matchs. trois matchs. C'est pour ça que le 4. Il est 23h20. Mais moi, je suis d'accord. Je pense que les trois matchs vont être serrés. Et je pense surtout une chose, Buccaneers Philadelphie, ça va être nul. Ça va pas être bien. Ça va pas être du beau football. Moi, je vois T'as les Buccaneers qui offensivement, c'est d'une faiblesse. En plus, Baker Mayfield qui fait une belle saison, s'est fait la cheville contre les Panthers. Je sais pas à quel niveau de santé il sera. Les Eagles, ils avancent plus d'un iota en attaque là en ce moment. Je pense que ça peut être une purge de football ce match. Moi, je suis pas d'accord avec vous sur un point, c'est que Dallas va avoir au moins 3 touchdowns d'avance sur les Packers. Je pense que ça va être une boucherie. Totalement d'accord. Je pense que c'est une boucherie de Jordan Love va redescendre sur terre assez violemment face à une Mais moi, j'aimerais énorme bien que ça défense. soit. J'adorerais que ça soit une boucherie parce que les mecs, ils vont faire du Cowboys derrière, ils vont être surconfiants. This is our year, et puis ils vont se faire laver le cul, que ce soit pas par nous ou par d'autres autour d'après. Et dans mon bracket, on retrouve Philadelphie en finale de conférence parce que les Cowboys se font laver par les Eagles qui reprennent confiance contre les Buccaneers. C'est pas mal, Honnêtement, c'est pas mal. ce côté du ballon, vous avez complètement raison, mais moi, franchement, un Dak Prescott qui nous fait du Dak Prescott face à du Jaire Alexander et des joueurs comme ça. Je m'excuse, mais Dak Prescott fait une saison extraordinaire. On peut plus considérer Dak Prescott comme un mauvais quarterback aujourd'hui. Mais Prescott, il est capable de t'envoyer 2 à 3 interceptions sur un match comme celui-ci sans aucun problème. Ouais, comme Moi, tous les quarterbacks, Alors, Josh Allen lance 3 interceptions hier soir et puis. Mais Je suis le premier fan de Jair Alexander. Hein, j'adore ce joueur. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a un receveur plus en forme que CeeDee Lamb en NFL? Je ne pense pas. Il est sur un niveau CeeDee Lamb ces dernières semaines, c'est affolant. Il y a Et toujours je pense Tyreek que Hill au Jair final, Alexander mais en aussi. NFC. Oui, voilà, c'est ça. Mais en NFC, ouais, et je pense que tout Jair Alexander qu'il est, il va avoir du mal face à CeeDee Lamb. Tellement CeeDee Lamb est sur un niveau stratosphérique ces dernières semaines. Après, tout ça, ça sera pondéré une fois que les matchs auront été joués. Nous, la chance que nous avons, qui est une chance, il faut pas se leurrer, c'est que pendant que les mecs vont se rentrer dans la meule pour passer un tour de playoff, nous, on aura tout le monde qui sera devant la télé, tranquille, à se reposer. Quand on voit ce qui s'est passé pour le match des Steelers où TJ Watt se blesse, ou hier soir, le match des Lions où Laporta se blesse, on sait que le football américain, ça peut aller très très vite. Je souhaite la blessure de personne, mais c'est un sport de contact. Et si CeeDee Lamb se fait bobo, ou si Cooper Cup ou Kyren Williams se fait très très mal, les cartes seront rebattues. Et puis comme que ce sport est assez particulier pour ça. Comme je le disais un peu, hein, tu as une équipe comme les Buccaneers notamment, où c'est pas une grosse blessure, mais Baker Mayfield s'est quand même fait bien écraser la cheville en début de match. C'est une des raisons pour lesquelles les Buccaneers marquent aucun touchdown, c'est que Mayfield, il est à 3,5%, mais il reste sur le terrain. À voir ce que ça va donner en playoff, parce que les mecs, ils vont évidemment jouer, ils vont jouer du mieux qu'ils le peuvent, mais quand t'es pas à 100% en playoff, ça se voit. Donc, au final, pendant que papa fait la sieste, les enfants jouent au foot dans le jardin. C'est un peu ça ce week-end. Exactement. J'aime beaucoup. Allez les petits, je prends le vainqueur, mais le plus nul. Et s'il y en a qui se blesse, je l'emmène pas à l'hôpital.
Ils se démerdent. On va passer au jeu, puisque émission raccourcie, oui, mais émission avec un jeu quand même. Et cette semaine, c'est Olivier qui nous a préparé un jeu, je crois qu'on a déjà vu. Un jeu qu'on avait beaucoup aimé. Hein. Gonzague n'était pas là quand on l'a fait, je crois que c'était juste Kevin contre moi. Mais moi, ça m'avait beaucoup plu comme jeu. Bon, alors, on va reprendre les petites fiches. J'ai fait mes petites fiches, elles sont là. J'en ai. Voilà. Donc, je rappelle le concept. Je vais parler d'un joueur à la première personne. Je vais commencer à lire des phrases. Dès que vous pensez savoir qui est le joueur, vous dites top. À ce moment-là, j'arrête de parler. La personne, que ce soit Gonzague, Kevin ou Elliot qui a dit top, me donne le nom du joueur. Si c'est le bon, il marque le point. Si c'est pas le bon, il est automatiquement éliminé. Mais ça laisse aux deux autres la possibilité de tenter. Donc, ça veut dire que vous pouvez essayer de jouer vite, de ne pas jouer vite, attendre la fin de la question. C'est vous qui voyez. Est-ce que c'est bien compris, Monsieur Gonzague, l'escope de Moy? Pourriez répéter la question? Non, peut-être pas. Top, donc, Stéphanie de Monaco. est-ce que vous êtes prêts tous les trois? Oui, Donc, Julien. On va jouer avec La mer Noire. les personnes qui ont joué à San Francisco pendant la décennie 2020. 2020, Voilà, 2021, 2022, 2023. J'aurais dû faire l'autre Ok. émission. C'est Ok. pour moi, ça. Alors, est-ce que j'en ai là? Ah, j'en ai un peu là. Vous êtes prêts? Yes. Très près. C'est parti. Venant de la fac d'Auburn, je suis drafté en 23e position. J'ai été une fois pro bowler. Je suis auteur de 40 sacs en carrière. J'ai joué un Super Bowl avec les Niners. Malheureusement, ma carrière a été raccourcie par des soucis de blessure. Je suis un joueur à très fort Top. potentiel. Difford. Oui, moi, ben, Difford. c'est ça. Je vois, exactement. Oh, bravo. J'ai pris un gros chèque sans avoir pu courir sur le terrain. Venant des chips, je suis Gifford. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo. On est bon? Donc, ça fait un point pour le petit bonhomme. C'est moi. Attention, attention. Je suis drafté au 4e tour. Je suis linebacker. Je ne suis pas drafté par San Francisco. Je fais un passage rapide chez les Niners, le temps d'aller au Super Bowl. Depuis, j'ai joué à la Nouvelle-Orléans, aux Jets, aux Steelers. Je suis très souvent blessé. J'ai permis Alexander. exactement, Con Alexander. Ouais, je l'avais un peu après. J'ai permis à Warner et Dédé de se lancer. Je suis Con Alexander. Un point pour l'ancêtre. Vous êtes prêts? Yes. Top. Je suis un joueur prépondérant depuis mon arrivée. Je symbolise la domination de la défense. Drafté très haut, je suis rookie de l'année. J'ai une grave blessure Top, qui top. stoppe. C'est Kevin. C'est De moi. mon côté, c'est Kevin. Ouais, c'est Kevin en premier. Nick Bossa. Un point pour Kevin. Le petit chauve reprend des points. C'est Ça, mais que attends, moi, t'as dit l'ancêtre pour Gonzague, Olivier. Heureusement que tu joues pas, parce que comment on t'appellerait? Et possible. le vainqueur absolu. On est bon? Yes. Faut pas me lancer dans ces choses-là. Ah. Top. Je suis un joueur drafté au second tour, mais pas par San Francisco. J'ai participé à plusieurs Super Bowls. Je suis le préféré de ces dames, mais je suis trop fragile. Je suis Top, quarterback. Oui, C'est Elliot? qui? Jimmy Garoppolo. Ben oui. Oh, les gars, je suis un joueur drafté au second tour, mais pas par San Francisco. J'ai participé à plusieurs Super Bowls. On n'en a pas beaucoup qui ont participé à plusieurs Super Bowls. Moi, c'est quand bah, t'as le- dit je suis chéri de ces dames. Ah oui, ça marche aussi. Fred, c'est pour toi si tu nous écoutes, ma belle. On est bon? Donc, On est 2 bon. points pour le petit bonhomme et 1 point pour les 2 autres. Top. Je suis drafté au premier tour. Je commence ma carrière à San Francisco et je participe à un Super Bowl. Tête de turc de la communauté. Je suis parti cet été pour un gros chèque. Top. Homme de ligne. Elliot. Mike McGlinchey. Exactement, Mike les gars. Ah oui, mais je l'allais dire top quand il l'a dit. Tête de turc de la pareil. communauté. Le tête de Turc, j'ai tout de suite eu, mais j'ai pas eu le temps de le dire. Je l'ai pas eu, moi, je l'ai pas eu aux têtes de Turc. J'ai eu je suis parti cet été. C'était bon. Pour J'étais un pas gros sûr aux chèque, têtes de homme Turc. de ligne, je suis Mike McClinchy. Ouh là là, là c'est chaud patate. Hein. Allez, top. Drafté au premier tour, je suis maintenant à la retraite.
joueur des Golden Bears, je passe par 2 franchises avant de rejoindre San Francisco. 7 fois Pro Bowler, je participe à un Super Bowl tristement, c'est légendaire pour Olivier. Je joue centre, je suis. Top. Oui. Golden Bears. Alex Mack. Et oui. Putain, mais Il- comment je peux pas le trouver ça fait 3 questions que tu me devances de une demi-seconde, ça m'énerve. Oh la 7 vache. fois Pro Bowler, je participe à un Super Bowl tristement légendaire pour Olivier. La défaite des Falcons, Falcons. contre l'équipe dont on ne dit pas le nom. On est bon. Fais avoir sur les Golden Bears, quoi. Pensez à toi, Je savais. j'ai mis un peu des trucs universitaires et- pour toi, Gonzague. Ouais, non, mais là, Le scandaleux. Golden Bears ne m'a pas du tout aidé. J'avais aucune idée qu'Alex Mack avait joué à Cal. Voilà, donc C'est il a joué à Cal, c'est pour ça. Il en reste plus beaucoup là. Il m'en reste 1, 2, 3. Il m'en reste 3. Et j'ai 4 points. Oh, mais le petit vous a mis la rousse. Ah, il est J'ai bon, dit ouais. 2020, c'est ma décennie. Je ne suis pas drafté et je commence ma tournée des équipes par 6 équipes en 2 saisons. Puis j'arrive à San Francisco où je Top. fais partie de la rotation à mon poste. Top. Oui, Ryan Kevin en Mostert. premier. Oui, Ray Ah, Mostert. Ah, Je suis joli. blessé, j'explose durant les playoffs 2019 avec un match face aux Packers. Parti depuis à Miami, je suis running back, je suis Ray Mostert. J'hésitais avec Matt Breda au début et en fait, j'avais Mustard aussi. quoi. C'est le même profil, sauf que Mostert a réussi. Et que Matt Breda, en fait, n'a pas fait 6 équipes avant. C'est là où je me suis dit, merde, je suis en train de me tromper. Et que j'avais Ah, Mustard ouais. derrière. Yes, sir. On change. Hop, je suis drafté au second tour et je suis titulaire dès mon arrivée. Joueur versatile, j'excelle dans divers Top. registres. Oui. Thibaut Samuel. Oh là 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 là. Je suis À la, Pro à- Bowler- à la Kevin sur moi, je l'avais une demi-seconde après. je suis Pro Bowler et All Pro, j'ai participé à un Super Bowl, je suis physiquement capable de faire beaucoup de choses. J'adore jouer contre les Rams. Je suis wide receiver, je suis Thibaut Samuel. Donc Gonzague, il est venu, il a fait le plot, hein, il serait pas là, c'était pareil. quoi. Donc un point pour Gonzague. Sachant que, cher auditeur, j'étais bien vénère de ne pas avoir fait l'autre émission parce que j'en avais quand même pas mal. Quoi. J'étais bien énervé au moment d'écouter l'émission. C'était plus mon Donc, ça- époque. Moi. 2020, c'est moins mon époque. Ça va se jouer sur celle-là. Elle est là, l'affiche. Attends, il en reste une? Une, Ah, il c'est en la reste une. Il y a 4-3. Parce que j'ai à 4-3, ouais. 4-3. Si Gonzague il marque le point, il te sauve. Si tu marques le point, tu gagnes. Si c'est Kevin qui marque le point, on va voir si Elliot est joueur. 2 points la victoire, 2 points la réponse. C'est-à-dire Ça que me va. si Kevin l'a fait, Kevin a gagné. Je suis OK avec ça. On C'est est nul ready d'avoir un match nul, autant avoir un vainqueur. Exactement. Sauf quand c'est moi qui fais ma chule, comme ça je dis que j'ai encore gagné. Version à 2 points. Joueur non drafté. Je commence ma carrière à San Francisco où je passe mes 4 premières saisons. Joueur de devoir, je suis dans la rotation défensive et je porte un numéro qui plaît beaucoup Top. à Olivier. Parti Top. lors de la dernière. Aziz Al-Shaï. Oh oui, Aziz Al-Shahir. Numéro 51. Ah putain! Parti lors de la dernière free agency, je suis linebacker et capitaine à ma nouvelle équipe. Je suis Aziz Al-Shahir. Putain. Voilà, donc sur cette victoire 5-4 de Kevin. Qui, voilà, Justement, ça m'osait. J'étais en train de me dire, 24 quand ans. t'as dit numéro qui plaît beaucoup à Olivier, j'étais en train de me dire, il y a qui portait le 13? voilà, donc c'est. je sais pas, ça- J'ai pris des gros risques sur les 2-3 dernières en y allant en top au, Bah, il fallait. au Il talent. fallait parce que, notamment sur celui de Dibo, j'avais une demi-seconde après. Bien joué, Kevin. Voilà, bah écoutez, petit jeu qui s'est bien terminé. Petit jeu qui fait plaisir et comme on se l'était annoncé entre nous, une émission qui dure moins d'1 heure malgré la présence de Gonzague et ça c'est un exploit. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine du coup, donc on saura contre qui on joue les playoffs. Le premier tour, les divisionals, le deuxième tour en fait des playoffs, mais bon, comme nous, on est trop fort, et ben on joue pas le premier week-end. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés une nouvelle fois. La saison régulière c'est terminé, maintenant on rentre dans le vif du sujet. À la semaine prochaine et puis Go Niners, même si on joue pas. Salut. Ciao. Come